Machine virtuelle. Alors, aujourd'hui, on va faire du SQL. Là, j'ai un étudiant qui vient de se joindre à nous qui s'appelle Behouse, que je ne connais pas. Alors, Behouse, est-ce que tu veux, s'il te plaît, juste modifier ton nom pour que je sache qui tu es? Bonjour, monsieur. Ah, c'est Beau Séjour. Merci, je viens de comprendre. Alors, on débute pour SQL et vous devez tous avoir votre machine virtuelle démarrée et votre SQL développeur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans... il est écrit la leçon 2, mais on est théoriquement rendu à la leçon 8. J'ai aussi déposé les diapos. Alors, vous pouvez aller les chercher, elles sont sur les 1. Alors, on va apprendre à aller chercher du matériel qui se trouve dans une base de données. Et pour faire ça, on va apprendre l'énoncé select. Ça va être le but du cours d'aujourd'hui. On va apprendre à utiliser des opérateurs, donc des opérateurs logiques et des opérateurs mathématiques. On va aussi apprendre les alliances de colonnes, qui sont des synonymes, si vous voulez, qu'on donne aux colonnes. On va apprendre les opérateurs logiques et ou, donc que vous avez déjà quand même vu en Java. On va apprendre à faire des tris, mais c'est plus simple qu'en Java, faire des tris. On a en SQL une clause d'énoncé SQL qui s'appelle order by, qui s'occupe de faire les tris pour nous. Donc, pas d'algorithme de tri en SQL. On va apprendre à comprendre c'est quoi des variables de substitution. En fait, moi, je vais vous sauver de ça pour le moment. Non. Tiens. On va, par exemple, effectuer des calculs avec des fonctions mathématiques simples, donc des sommes, des moyennes. On va apprendre comment se fait la conversion des types en SQL. Alors, plus précisément, le matériel couvert, ça va être, on va apprendre c'est quoi SQL. Donc, on va voir les types de données qu'on a en SQL. Excusez, je devrais prendre une présence. On va découper l'énoncé SQL qui se compose en clauses from, where, group by et order by. On va voir les alias de colonnes et aussi les alias de table. On va apprendre les opérateurs qu'on peut faire dans la clause where du select. On va apprendre les fonctions simples de champs calculés. On peut additionner des champs. On va aussi apprendre les fonctions d'agrégation. Les formats de date, la fameuse table qui s'appelle dual, comment travailler avec les nuls et on va apprendre à faire des cases. En SQL, il n'y a pas de if, mais on a des cases. Par contre, le SQL, pour vous autres, c'est un nouveau langage et il y a des petits défis. Alors, si je m'arrête au premier défi, c'est qu'SQL est un langage déclaratif. Ce n'est pas vraiment un langage impératif ou procédurier comme vous êtes habitué. Vous me dites, monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire par le mot déclaratif versus impératif? Bien, si tu veux imprimer une liste de noms en Java, bien, premièrement, tu vas te définir des variables. Tu vas mettre des valeurs dedans. Tu vas créer une boucle. Tu vas appeler printf. Tout ça, ce sont la façon dont l'ordinateur doit faire la séquence des choses pour que tu obtiennes le résultat. En SQL, on demande ce qu'on veut. On dit select, colonne, 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 from la table, et on a le résultat directement qui nous est envoyé. Alors, on n'a pas besoin de dire ouvre un fichier, va les chercher, effectue un tri avec un bubble sort. Tout ça se fait tout seul pour vous. On ne travaille pas vraiment avec des variables, mais plutôt des tables, des colonnes, des rangées. Donc ça, c'est tous des nouveaux concepts avec lesquels vous n'avez pas travaillé et qu'on va voir.
On n'a pas de boucle pour afficher les résultats. Les résultats sont un ensemble de rangées. Puis pour ces raisons-là, au début, SQL, c'est un petit peu dérangeant parce qu'on n'est pas habitué. Mais honnêtement, c'est beaucoup plus simple que d'apprendre à programmer en Java. On va y aller tranquillement. Donc, je suis rendu à la diapositive 5, SQL. Premièrement, SQL, c'est à l'origine un acronyme. Et c'est pour Structured Query Language, en français, langage de requête structuré. Donc, ça l'impose une façon de poser la question. C'est virtuellement universel. Donc, à peu près toutes les bases de données au monde ont une interface SQL pour faire de l'extraction, même les bases de données qu'on appelle NoSQL, qui sont des bases de données qui ne stockent pas l'information sous format de table et de rangée, ont maintenant pour la plupart, dans MongoDB, qui est une grosse base de données NoSQL, une interface SQL pour faire de l'extraction parce que c'est vraiment un langage universel. Alors ici, j'ai mis quelques bases de données, Access, Oracle, Microsoft Server, IBM DB2, qui utilisent SQL. Et c'est le fun, on apprend, nous, ici dans les cours, avec Oracle, mais tout ce que vous apprenez, je vous montre toujours la version, des fois, qui est un petit peu différente pour Oracle, et la version qu'on appelle ANSI, qui est la version standard. Donc, est-ce que vous pouvez travailler à partir de cet été dans un endroit où il y aurait SQL Server et on vous demande si vous êtes capable de faire des requêtes? La réponse, c'est oui. Alors, puis vous allez voir qu'SQL utilise une terminologie très proche de l'anglais. Alors, ce ne sera pas compliqué à apprendre. C'est un langage complet et il y a 5 sphères dans lesquelles SQL œuvre. Premièrement, on a au centre le query data, on a le langage des requêtes pour extraire les données. Ensuite, à droite, manipulate data. Avec le même langage, on peut aussi insérer, effacer, modifier des données. On peut manipuler les objets, créer des tables, créer des utilisateurs. On peut aussi garantir le contrôle d'accès avec une façon de donner des privilèges aux utilisateurs. Fait que ce n'est pas tout le monde qui a le droit de tout toucher n'importe quand. Et à l'aide des commits et des rollbacks, on va s'assurer de l'intégrité des données. Donc, ce que je viens de dire là se résume ici, et c'est en français, en 4 grandes familles, soit le langage de manipulation de données, Select, Insert, Update, Delete. Si vous avez une diapo à marquer comme étant « doit apprendre pour un quiz », c'est celle-là. C'est les 4 grandes familles de commandes qu'on va apprendre ou d'énoncés qu'on va apprendre dans le cas du SQL. Donc, langage de manipulation de données, Select, Insert, Update, Delete. Langage de définition de données, donc pour créer des objets dans la base de données, Create, Drop, puis Alter. Alter pour modifier. Contrôle de transaction, Commit, Rollback et Save Point. Et on termine avec le contrôle de sécurité ou contrôle de session qui se trouve à être Grant et Revoke. Donc, donner les droits et les enlever. Donc, je reviens sur chacun de ces diagrammes-là. Langage de manipulation de données, LMD en anglais, DML, Data Manipulation Language, simplement à l'envers, composé de Select et Insert, Update, Delete. Faites-vous-en pas, aujourd'hui, on va faire beaucoup de ce type de commandes-là, donc vous allez apprendre à extraire les données. Le cours d'aujourd'hui vise à vous rendre confortable à faire des selects. Langage de définition de données.
Alors, DDL en anglais, Data Definition Language. Ça, c'est pour créer des utilisateurs dans la base de données, des tables, des vues, des séquences et les instructions create pour créer, alter pour modifier, drop pour effacer un objet de la base de données, rename, ça renomme, et truncate, on va apprendre sur une façon particulière de effacer tout le contenu d'une table. On arrive ici au langage de contrôle de données, grant, revoke. Et là, je vais vous mettre ça ici un petit peu plus clair. Langage de contrôle de données. On va utiliser la même nomenclature partout. Donc, je contrôle qui a accès aux données et langage de contrôle transactionnel, LCT. Donc, dans le langage de contrôle de données, c'est les permissions qu'on donne aux utilisateurs. Et dans le cadre de SQL, ces permissions-là s'appellent des privilèges. Et vous avez aussi le contrôle de transaction. Donc, à quel moment je sauvegarde, j'effectue un commit, je peux revenir en arrière avec un rollback. Donc, avec les... On va les compter pour le fun. J'aime ça, on va compter ce qu'on va apprendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Avec les 12 énoncés qu'il y a là, hein, du select au revoke, on va être capable de tout faire ce qu'on a besoin de faire en SQL. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Alors, vous allez voir, ça va assez rapidement. Mais dans un premier temps, on va se concentrer sur le select. Alors, là, on voit tout ce que ça peut faire, le langage SQL. Et comprenez, tu n'as pas de structure de contrôle, à l'exception du case qui va nous permettre d'afficher des choses de façon conditionnelle. SQL, c'est un langage ensembliste. Donc, c'est un langage qui travaille sur des ensembles de données. On va voir les types de données. Principalement, je vous ai mis ici les types de données importants. Date, qui dans un monde Oracle est un neurodateur. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi un neurodateur? Tu me l'écris dans le chat ou levez la main. Vous êtes timide aujourd'hui? Un neurodateur, c'est un champ qui contient l'heure, euro, et dateur, la date. En Oracle, il n'y a pas de type de colonnes qui sont seulement une date ou seulement une heure. C'est toujours un dateur et on va apprendre à extraire la date de ce type de champ-là. Des numbers, il n'y a pas d'entier non plus en SQL. Ce sont tous des nombres à virgule flottante, mais naturellement, vous pouvez stocker un, là, bien naturellement. Et si on dit, si on déclare que le number n'a pas de chiffre après le point, ben, dans ce cas-là, on vient dans les faits de déclarer un entier. Et là, vous regardez varchar 2, vous vous demandez probablement, mais pourquoi le 2, pourquoi varchar? Varchar, c'est pour caractère à longueur variable. C'est ce que vous autres, vous appelez une chaîne de caractères.
Il y a d'autres types, on va les voir rapidement. On a les types ANSI, des types DB2 qui sont inclus. Par contre, ça ne vous sera jamais demandé en examen. Je vous dis juste que c'est là, même si c'est une base de données Oracle, on a les mêmes types que dans les autres bases de données. Ce qui va être important d'apprendre, c'est les règles de comparaison et les conversions implicites. Alors, je vous dis, ce que vous avez besoin de retenir, 99% de ce qu'on va faire, c'est des champs date, number, varchar. C'est tout. Oui, c'est déjà moins compliqué que Java. Ensuite, les types, bon ben, on va avoir ici les caractères. Il y a un char, mais on ne s'en sert pas. Habituellement, on déclare une chaîne de caractères de 1. Ça ne coûte pas plus cher, c'est pas plus lent, c'est pas plus difficile à manipuler. Les numbers. Si on a besoin de champs très longs, des varchars, maintenant, on peut quand même se rendre jusqu'à 16 000 caractères, ce qui est très grand. Mais si tu avais à stocker une chaîne de caractères, mettons de 25 000, tu utiliserais des longs et des raw ou des large objects. DateTime, notre horodateur, et RowID, qui est un champ particulier Oracle qui identifie de façon unique une rangée. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on va voir ce que c'est. Pas besoin de les apprendre tout de suite. Les conversions, on va voir, contrairement à Java, SQL est très gentil pour faire des conversions à la volée. Entre autres, ce que vous allez travailler, c'est principalement le format date. Parce qu'à l'intérieur d'Oracle, une date, c'est un gros nombre gigantesque qui comprend les heures, les minutes, les secondes, le siècle, le mois. Alors, vous comprenez que si vous montrez 1 408 667, quand vous faites une sélection sur une date, vous ne seriez pas heureux. Alors, il fait une conversion en caractère tout seul. La flèche rouge ici de date à caractère. Mais on va voir de toute façon, après ça, comment les faire aussi de façon implicite. Et les mots-clés ici en haut, to number, to date, to char, ben en fait, ça permet les types de données que je vous dis qu'on travaillerait, ben il y en a 3 principalement, et ils sont en couleur devant vous. Des numbers, des caractères et des dates. Et comment convertir une date en caractère? Regardez en bas de la flèche, c'est le mot-clé. Et si j'ai besoin de convertir un caractère en date, regardez le mot-clé ici. On va faire des exemples tantôt de conversion. Je vous dirais que ce que vous allez avoir le plus là, à travailler, c'est le cercle rouge. Vous allez saisir des dates en les convertissant, parce que vous voulez écrire, mettons, 1er janvier 2020. Mais 1er janvier 2020, ce n'est pas un format date Oracle, ça. Hein? Vous ne voulez pas écrire 400 368 627. Donc, vous allez écrire la date en caractère et vous allez demander à SQL de vous le convertir en format date lors de l'exécution. Alors, la première instruction qu'on va apprendre, c'est l'instruction select. D'ailleurs, on a déjà fait un select ensemble, mais on va en refaire un. Donc, votre machine virtuelle doit être démarrée. Cliquez sur notre ami Scott et ça va démarrer une feuille de calcul dans votre SQL développeur. Excusez, je vais juste ramener ça en bas ici. Et je vais placer ça comme ça. Et on va faire ce qu'on a déjà fait, select, qui est le mot-clé de l'énoncé select, étoile pour lui dire toutes les colonnes, from, pour lui dire de quelle table on veut faire notre sélection, et c'est la table EMP. Et on a pris ici ce que faisait la petite touche verte, ça l'exécute une ligne, et le résultat est mis ici en bas. Donc, voyez-vous, on a
e-name, qui est le nom de l'employé. On a M. King ici, qui a été engagé le 17 novembre 81. C'est pas joli comment la conversion implicite nous a fait ça, mais c'est là. Et là, je vais vous montrer. Vous n'avez pas besoin de faire la commande tout de suite. E-name, virgule, et un, two, char. Ça. Embauche. Alors, voyez-vous, là maintenant, on a quelque chose qui ressemble à ce qu'on est habitué. J'ai fait une conversion. Tout char, ça va me convertir en caractère la date d'embauche. Et là, c'est moi qui décide du format que je veux voir à l'affichage. De toute façon, on va l'apprendre un petit peu plus loin, mais c'était pour vous montrer là, que c'est un peu plus joli ici. Et ça ici, c'est pour avoir un titre de colonne qui est un peu plus joli. C'est un alias de colonne. Alors, donc, ce qu'on vient de faire là, ça s'appelle une projection. Un select, là, le mot scientifique pour parler de ça, parce qu'il y a effectivement de la recherche qui se fait encore même dans les bases de données aujourd'hui, et on appelle ça une projection. Et je vais vous le dire tout de suite, je n'utiliserai jamais le terme, mais une table, en français, ils ont décidé d'appeler ça une relation. Et là, ça devient très mélangeant parce qu'on va apprendre, quand on fait de la modélisation, à faire des relations entre les tables. Les relations, ça s'appelle des associations. Alors, moi, je vais quand même garder le nom de table quand je désigne une table, malgré que le terme plus scientifique se trouve à être une relation. Donc, si vous regardez des fois certains articles, vous pouvez être porté à confusion. Alors, je vous dis, les articles français, quand ils parlent de table, souvent utilisent le mot relation. Et on va apprendre aussi à sélectionner des données qui sont dans plusieurs tables, puis les présenter ensemble. C'est ce qu'on va apprendre qui s'appelle une jointure. Alors, ce qui est important d'apprendre pour les instructions SQL, avec SQL Développeur, premièrement, les instructions SQL, requêtes, en fait, puis moi, je vais avoir tendance à utiliser le mot énoncé. SQL, c'est toute la même chose. Ne sont pas sensibles à la case. Peuvent être écrites sur une ou plusieurs lignes et ne peuvent pas être abrégées. Donc, select, tu ne peux pas écrire S-E-L. Et doivent toujours se terminer par un point-virgule. Bon, ça, c'est le côté générique. Mais les meilleures pratiques dictent d'être consistant. Donc, premièrement, les mots-clés, habituellement, sont écrits en majuscules. Alors là, j'ai mon select, mes colonnes, et sur chacune des lignes, on va avoir les clauses de notre énoncé. Qu'est-ce que j'entends par clause? Bien, ça, c'est l'énoncé select, il y a la clause select, et il y a aussi la clause from. Alors, on va séparer notre select sur plusieurs rangées. On va mettre les mots-clés en majuscules. Et je vais vous laisser décider si vous préférez les aligner. Il y en a en SQL qui alignent la fin des mots-clés. Là, je vais vous mettre un petit where pour vous montrer.
C'est un mot-clé. Donc, on a ici une façon de rédiger les énoncés SQL. Oui, il y a un E, Cyril, dans Oracle. Mot de passe O-R-A-C-L-E. Donc, ça, c'est une façon, je ne vous enlèverai pas de points si vous préférez les aligner à gauche. Moi, je préfère nettement l'alignement comme ça, mais ça, c'est une question de préférence et de style. Donc, là, on va rajouter ce qu'on appelle les meilleures pratiques. Donc, les mots-clés en majuscules, les noms de colonnes en minuscules. Ça prendrait un beau petit S ici. Ensuite, les énoncés sur une nouvelle ligne. L'alignement des mots-clés au début ou à la fin du mot. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris les consignes des meilleures pratiques? C'est quand même pas complexe par rapport à Java. Et ne pas oublier, chaque énoncé se termine par un point-virgule. On est de retour ici. Et là, ben, c'est important de comprendre que select doit aller avant le from, qui lui doit aller avant le where. Alors, chaque énoncé possède un ordre de close. Je vais essayer C. Je vais être chanceux, prendre une lettre. Non. Alors, tiens, je vais faire ça comme ça. Et là, je pourrais aussi ajouter un order by iname. Et là, il va me faire un tri. Adam, Allen, Blake, etc., etc. Donc, allez-y, rédigez votre premier énoncé. Oups. Puis, vous n'avez pas obligé d'aller là ici. Quelque chose. Alors, voilà. Donc,
Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit qu'il y a quelqu'un qui a modifié mon fichier. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde ce à quoi je m'attends dans le cadre de ça ici? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été capables de rédiger l'énoncé qui est ici? Et là, vous pouvez me faire ça simple. Là. Ça, moi, je peux mettre ça en commentaire. Et faire tout simplement un astérix. Alors là, on va obtenir tout. Vous n'êtes pas obligé de mettre les deux traits. Là. Vous avez compris que deux traits désignent un commentaire en SQL. Professeur, j'ai une question. Oui, il n'y a pas de problème. Tu lèveras la main la prochaine fois juste pour me permettre de le visualiser, mais ça me fait plaisir. Vas-y. Est-ce qu'on doit avoir le même affichage que vous, tel que présenté maintenant? Ça devrait ressembler beaucoup à ça. Parce qu'on me dit que ma base, la table ou vue inexistant. Si ta table n'est pas là, c'est que tu n'as pas roulé les scripts quand on a fait la configuration la semaine dernière. Si, pourtant. Ben, je vais reprendre ça rapidement. Si... Tu as dans Léa le script. Okay. Donc, tu es déjà connecté comme Scott. Tu as les scripts de Scott qui se trouvaient. Je vais juste copier, coller et puis lancer. Copier, coller et exécuter exactement. Je peux te montrer là où il se trouve. C'est parfait, professeur. Je sais comment. Tu sais comment? OK. Oublie pas, pour l'exécution, ce n'est pas la petite flèche verte, c'est juste au côté, c'est la petite flèche verte avec les lignes. OK. Ça va? On continue. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire tous les exemples dans le cours SQL? Ce sont des tables correctes fournies depuis la nuit des temps. J'ai fait mon premier cours SQL à la fin des années 80 et on avait les tables des employés et des départements de l'utilisateur Scott. Alors, c'est un grand classique, les tables de Scott. Alors, je les ai gardées. Et celle avec qui on va travailler dans le cadre du cours ici, c'est deux petites tables, EMP et DEPT. EMP pour la liste des employés et DEPT étant la liste des départements où travaillent les employés. Ça va? Si tu veux savoir qu'est-ce qu'a l'air une table dans sa structure, il y a la commande en SQL+. Attention, quand vous me voyez dire SQL+, ça veut dire SQL saveur Oracle. Vous pouvez faire un describe. Là, je vais enlever tout ça. Describe EMP. Exécution. Et là, vous voyez que chacune des colonnes de votre table, EMPNO, INAME, Job, MGR, vous voyez si elle a le droit d'être nulle ou pas. Le EMPNO n'a pas le droit. Un number 4, ça veut dire que c'est un entier, maximum de 1999. Varchar 2.10 pour le nom. Son emploi, c'est un varchar 2, une chaîne de caractères de 9 de long. MGR, c'est son gestionnaire, c'est un lien, on voit ça plus loin. La date d'embauche, le salaire, la commission et le numéro de département dans lequel il travaille. Vous auriez pu aussi venir ici, ouvrir la liste des tables de notre ami Scott, aller sur EMP, faire bouton de droite. En fait, même pas. Vous cliquez dessus et vous voyez aussi la composition de la table. Alors, c'est souvent plus rapide que d'aller effectuer là, un describe.
Donc, l'instruction select qu'on vient d'utiliser comporte deux clauses au minimum, select, colonne, 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 from, tab. Et where, c'est une clause de restriction. Donc, ça ici, c'est notre table département maintenant. On va faire une requête et on va demander d'afficher juste le nom du département de la table DEPT. Donc, on vient sur l'onglet. Je vais fermer ici la description de la table. Select. DName pour nom du département, department name. From DEPT. Select, j'aurais aimé ça. Le mettre en majuscule. Tu peux aussi faire un bouton droit pour faire exécuter. Et vous avez de l'aide ici qui peut venir vous... C'est cute, hein? Donc, si tu vas avoir l'énoncé, il peut même te l'écrire en partie pour toi. Et il t'a créé automatiquement tes alias. On va les enlever. Alors là, je choisis le nom du département et je pourrais lui donner tout de suite un alias. Il ne peut pas avoir d'espace dans les alias pour le moment. Donc, si vous voulez lui donner un joli nom, ben, select, dname, moi je lui dis c'est nom DEPT, from DEPT, et quand j'exécute, vous allez voir ici que ma colonne va s'afficher avec le nom de l'alias de colonne. Beau séjour, est-ce que ça l'a bien été? Oui, c'est parfait, professeur. Excellent. Nous, ici, c'est comme dans l'armée. Nobody left behind. On ne laisse pas de soldats en arrière. Alors, la clause select, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de sélectionner les colonnes à extraire et de quelle table ça provient. Et là, si on regarde l'exemple de syntaxe ici, on dit, oui, mais monsieur, c'est quoi ça? Propriétaire, table ici en haut, colonne, colonne, propriétaire, table. Je vais vous le faire au long. Je vais retourner avec employé, mais je l'aime plus. Et moi, j'aime mieux la syntaxe sur une ligne. Donc, select. Propriétaire, est-ce que ça serait genre Scott? C'est juste droit. OK. Ce sont les tables qui appartiennent. C'est à qui ça appartient. Donc, select, je vais regarder la table qui est là. Dname, virgule, Depno pour le numéro. Oups, excusez, voilà. Donc, select, dname, depno, from scott.dept. Puis ici, je pourrais même écrire scott.dept, la colonne. Donc, quand on choisit, on met propriétaire.table.colonne. Et quand on choisit le nom de la table, on met mais vous comprenez que c'est très long, ça. Alors, je vous pose la question, selon vous, si je ne mets pas le nom du propriétaire devant, ça va être quoi la valeur par défaut du propriétaire? Ben, celui dans lequel que tu écris le code.
celui dans lequel tu es connecté. En ce moment, je suis connecté comme Scott. Donc, je ne suis pas obligé de le mettre. Si on s'en vient ici, ben, le propriétaire par défaut, c'est Scott, fait que je n'ai pas besoin de le mettre. Et là, si je vous demande, la table par défaut qui va prendre dans les colonnes, c'est quoi, selon vous? Allez, grattez-vous les méninges. C'est la table qui est nommée ici. Voyez-vous? Il y a mis par défaut. Si je l'enlève, ça fonctionne quand même. Je peux l'avoir complet. Je peux en avoir une que je nomme pas, puis l'autre que je nomme toute. Mon select va encore fonctionner. Et c'est ça que nous dit la diapo. Si le propriétaire n'est pas spécifié, il prend la valeur de l'utilisateur connecté. Si la table n'est pas mentionnée dans la sélection de colonne, elle prend la valeur de la table de la clause from. Donc, ce qui est obligatoire, c'est ce qui n'est pas entre crochets dans l'énoncé. Et ça, c'est l'énoncé qu'on a fait tantôt. L'astérix veut dire toutes les colonnes de la table. Donc, si je veux afficher seulement le nom du département et l'emplacement, localisation, on va aller rajouter ça dans notre SQL. Puis on va nettoyer un peu tout ce qu'on a là. Moi, j'aimerais bien avoir le nom en premier. Donc, son numéro en premier, son nom, puis son emplacement. Alors, le département numéro 10, c'est le département de la comptabilité et il se trouve à New York. Est-ce qu'il y en a jusqu'à là qui n'ont pas été capables d'effectuer leur énoncé? All right. Ça va bien. Là, on va apprendre à utiliser les alias de colonnes. Hein? Parce qu'on a des titres qui ne sont pas jolis. Alors, un alias de colonne ici, ça va me permettre de donner un titre à la colonne qui va être plus joli. Chose à apprendre, le mot-clé ici, c'est as, et des alias, s'ils ont des espaces, des caractères spéciaux, on doit les mettre entre double guillemets. Vous allez me voir faire ça souvent. Je vais vous dire, tu n'as pas mis ta chaîne de caractères entre double guillemets ou des simples guillemets comme ça, quand on fait des chaînes de caractères, ce sont des guidis. Vous allez apprendre ma petite terminologie pour des chaînes de caractères. Donc, un alias me permet de donner un nom plus significatif aux entêtes de colonne et un alias doit toujours débuter par une lettre. Et les alias peuvent être séparés de la colonne par un espace ou le mot as. Le mot as est optionnel, mais c'est une bonne pratique. Donc, on va aller mettre des alias. As. Et pour le moment, ça, c'est une ville. On va mettre une ville.
Regardez, c'est joli, les petites entêtes de colonne. Et là, théoriquement, je vous ai montré que tu pouvais mettre le mot as ou pas le mettre, mais c'est une bonne pratique de le mettre. On sait ce qui suit as comme étant un alliance de colonne. Et Ville ici, est-ce que je serais obligé de lui mettre des guillemets, selon vous? Étant donné qu'il n'y a pas d'espace, pas de caractères spéciaux, la réponse, c'est non. Par contre, si je fais ça puis que je l'exécute, il va toujours me capitaliser tout le mot-clé de l'alliance. Alors, si je veux préserver la capitalisation de mes mots, je dois les mettre donc, des guillemets sont nécessaires lorsque l'entête inclut des espaces, des caractères spéciaux et ou que tu veux garder la casse. Ben là, vous avez tout appris du mot-clé select. La clause select, colonne, vous avez appris les valeurs par défaut qui sont utilisées par propriétaire pointable, qui fait que vous avez virtuellement jamais besoin de les mettre. Et là, on est rendu le from, à part mettre une table, il n'y a rien d'autre à apprendre. Donc, deuxième morceau de l'énoncé que vous connaissez. Puis là, on est rendu à la clause where. Where, c'est un tamis. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un tamis, on peut imaginer que c'est un filtre. On met quelque chose en haut et il va garder dans le filtre les éléments qu'on ne veut pas qu'ils passent. Alors, where, petite faute d'orthographe ici qu'on corrigeait. Donc, on a le mot-clé distinct aussi qui est là. Quand j'utilise le mot-clé distinct dans une colonne, il ne mettra pas les doublons. On y reviendra tantôt. Pour le moment, je veux me concentrer sur la clause where. Where, condition. Donc, une condition, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi? Vous l'utilisez entre autres dans un if. Alors, qu'est-ce qu'une condition? C'est une règle qui dit que c'est une règle qui, si elle est vraie, va exécuter le bout de code qui suit. Bon. Alors, mais juste la condition, vous êtes d'accord avec moi que c'est une expression qui s'évalue par un booléen. Right? Et c'est la même chose que vous avez déjà appris. Et là, c'est bon. Vous avez appris if expression. Cette expression est vraie, elle va faire le bout de code. Ben, dans le cas d'SQL, si le where est respecté, la rangée va s'afficher. Si le where est faux, la rangée ne s'affichera pas. Donc, un where, c'est pour me permettre d'afficher des rangées, certaines rangées. On va voir comment ça fonctionne. On vient avec le distinct, mais on le verra plus loin. Where, et on voit ici, c'est une expression logique. Une expression qui s'évalue par vrai-faux. On va utiliser notre premier where. Ça prend un H. On va mettre. Puis on va utiliser New York. Deux choses l'une. Premièrement, la capitalisation est importante quand je compare une chaîne de caractères. Deuxième chose, c'est que je ne
peux pas utiliser un alias dans le where. En tout cas, je ne peux pas utiliser un alias de colonne. Là, vous allez m'entendre le dire souvent. L'alias de colonne, c'est juste pour faire beau, pour afficher un nom joli. Et on exécute la requête. Oh! C'est le fun que j'ai fait l'erreur. Une chaîne de caractères en Oracle, en fait en SQL, mais principalement Oracle, parce que MySQL accepte double ou simple, mais Oracle, la réponse, c'est non. Alors, vos chaînes de caractères que vous utilisez dans votre SQL doivent être des guillemets simples. Et si je lisais mon énoncé SQL, select les colonnes depno, dname et lock de la table DEPT, where lock égale la chaîne de caractères New York. C'est beau, la gang? Alors, petite pause jusqu'à 11 h et après ça, on roule jusqu'à midi. Eh bien, rebonjour tout le monde. Jusqu'à date, est-ce qu'il y en a qui trouvent ça compliqué faire du SQL? Et vous, c'est le fun. Ça va être juste plus de ça. C'est rare que ça dépasse ça comme niveau de complexité. Alors, on arrive maintenant, et on va revenir là, mais on va arriver ici avec les chaînes de caractères et les apostrophes que naturellement j'avais faites par exprès pour oublier, pour avoir une erreur. Et c'est important, les chaînes de caractères doivent absolument être mises dans des apostrophes. Ça, ce n'est pas un guillemet. Ce sont deux apostrophes communément appelées par moi des guidis. Alors, comme pour vous rappeler, les chaînes de caractères guidis. On le sait que ce n'est pas susceptible à la casse. Par contre, la meilleure pratique nous dit le select devrait être en majuscule, le from devrait être en majuscule. Donc, maintenant, si j'effectuais, je vais essayer de le faire rouler slideshow, parce que là, je vais commencer à voir play from current. Est-ce que vous voyez la diapo? Je vais supposer que la réponse c'est oui. Alors, je vous demande d'afficher le nom, l'emploi et le salaire de tous les employés qui sont des commis. Non, non. Ça, c'est dans la table EMP. Je vais être gentil, je vais vous lister les colonnes. Name, job et salle. De tous les employés qui sont des commis là, qui ont l'emploi commis. Et c'est écrit clerk dans la colonne. Je vais le faire de l'autre côté, ça va vous permettre de pouvoir visualiser la consigne.
Alors, la réponse, c'était select, iname, espace nom, job, emploi, salle, salaire. Et si vous avez mis un as comme ça, c'est encore mieux. From la table EMP, where job égale Guidi, clerk, en majuscule, Guidi. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été capables de faire cet énoncé-là ou qui ont des trucs qu'ils ne considèrent pas clairs avec ça? Gênez-vous pas, levez la main. Cyril, je t'écoute. En fait, j'ai compris la logique, mais seulement que j'avais un peu de doute. En fait, je l'ai écrit comme tel, mais je ne l'ai pas mis as. Ce n'est pas obligatoire, c'est un mot-clé optionnel recommandé. OK. Et puis, j'ai mis les crochets sur emploi et non salaire. C'est bon? J'ai mis les petits crochets entre emploi et salaire. Parfait. Mais c'est bon, ça va. J'ai compris la nuance. Merci. Excellent. Petite vérification. Adam Razi est-il encore avec nous? Non. Adam, tu es parti. Oui, je suis là, monsieur, je suis là. T'es où? Ah oui, c'est parce que ton nom est à l'envers. Oui. C'est beau. C'est pas grave du tout, mais j'ai vérifié dans l'ordre. Ayman, tu es avec nous. Baha. Ah oui, Baha, je te vois. Bartek. Beau séjour, tu es avec nous. Cyril, pas Cyril, Charbel n'est pas là. Cyril, tu es avec nous. David, Dina. Ibtiam, pas là. Gémard, Perroncé, absent. Johan, tu es arrivé en retard, mais tu es avec nous. Ludovic, tu es avec nous. Miara, tu es avec nous. Ah non, Miara est partie. Miara, est-ce que tu es avec nous? Donc, OK. Mohamed Reda Raal, tu es absent. Mouad, tu es avec nous? Ouais. Olivier, je t'ai vu. Rudolph, tu es avec nous? Oui. Et on termine avec le dernier, mais non le moindre, Walid, tu es avec nous? Ouais. Parfait. Alors, on continue. Donc là, maintenant, vous êtes capable de faire un select avec une clause where. On revient ici. Je vais remettre. Mon screenshot est plus joli que celui que j'avais. Fait que savez-vous quoi? Je vais en profiter pour en mettre un nouveau. Donc, ici. Hop, et voilà. Tiens. Picture. C'est un peu gros. On va réduire sa taille. Pas joli, ça. On va ramener ça un peu comme ça. Hop. 4. Excusez, mais on va faire un petit travail d'amélioration de look. Et voilà. Bon, c'est joli comme ça. Et voilà. Donc,
premier énoncé. Maintenant, vous allez... on va demander d'afficher les numéros de département qui contiennent des employés. Vous allez dire, monsieur, on n'a pas appris comment faire ça. Oui, oui. Si vous utilisez distinct, vous allez être capable de voir les numéros de département. Puis vous me dites, oui, mais comment qui contiennent? Là, on va regarder ensemble la table EMP. Alors, si je vous demande de me lister les départements qui contiennent des employés, vous regardez la table des employés, vous voyez ici, on a DEPNO. Alors, on a le mot-clé distinct. Parce que distinct va enlever les doublons de la clause de résultat. Et là, vous me dites, monsieur, on est toujours supposé mettre notre from sur une autre ligne, et vous auriez raison. Monsieur? Oui? C'est quoi la réponse? En fait, c'est quoi la question pour cette réponse-là? Afficher les numéros de département qui contiennent des employés. OK, merci. Alors, on a pu utiliser distinct sur une colonne. Mieux que ça, si je vous demande d'afficher-moi les numéros de département et les postes par département, la clause distinct peut être distincte pour des combinaisons. Alors là, je vous demande de me rédiger un énoncé select qui va me montrer les combinaisons département-poste. Je vous donne un petit 30 secondes. J'exagère. 2 minutes. Et vous pouvez juste modifier l'énoncé que vous aviez précédemment, soit dit en passant. Bien, voilà ce que ça a l'air. Select distinct, et le distinct va s'appliquer à toutes les combinaisons de colonnes. Donc, je veux le numéro de département et le poste de la table d'employés. Puis là, vous pourriez me dire, monsieur, c'est pas juste, ils sont tous bien placés, les vôtres 10, 20, 30, et vous utilisez un morceau d'énoncé que nous, on n'a pas vu, order by. Vous avez raison, j'ai utilisé une clause que vous n'aviez pas vue, mais c'était pour que ce soit plus joli à regarder. Alors, select distinct d'ethno, job, naturellement, j'ai mis des alias, from la table employée, order by la colonne d'ethno, virgule après ça job. Donc, dans le 10, j'ai clerk et manager et président. Dans le 20, j'ai analyste, clerk, manager. Dans le 30, j'ai clerk, manager et salesman. Ça va jusque-là?
On poursuit. Là, on va commencer à travailler avec la clause where. Et là, moi, je vous demande d'afficher seulement les employés du département 20. Donc, on veut le nom et l'emploi. Là, je vais vous l'écrire pour aujourd'hui. Après ça, moi, je ne vous nommerai plus les colonnes, là. Cette table-là, vous devez la connaître par cœur. Hop, voilà, ouf. Bon, on va reprendre un peu. Name. Job de tous les employés du département numéro 20. Je vais si je fais ça de même. Donc, qu'est-ce que ça donne, ça, si je fais ça ici? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas la même liste que moi? Moi, j'ai Jones qui est manager. Vas-y, tranquille. Pardon? J'ai pas. Oh, Johan, mute. Est-ce que j'en ai ici qui n'ont pas le résultat désiré? Moi, ça fait une erreur. Oh! Puis Ça, je peux te... j'ai exactement marqué la même chose. Ah! 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 Vas-y. Ah non, 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 attends, non. Je viens de le voir, je pense que j'ai une erreur de... Ah non, j'ai une erreur. J'ai une erreur de frappe, ok, je viens de Oui, comprendre. ah, ça, là, je peux vous le dire, c'est vraiment toujours une faute d'orthographe. À moins que tu aies des crash, bien naturellement, là, mais Ok, c'est bon, c'était juste une erreur de frappe. c'est pas grave. On en fait toutes. D'ailleurs, je m'étais trompé, j'avais écrit Depton, mais peut-être pas vu, là, mais Depton, ça a donné une erreur. Le type d'erreur que tu peux avoir si tu ne tapes pas le nom de ta colonne comme il faut. Là, si tu apprends un ligne, c'est pas si fou que ça. Aura 904, DEPT on, invalid identifier. C'est sûr, Depton, ça n'existe pas. C'est Depno, le nom de la colonne. Monsieur? Oui, Cyril. J'ai remarqué aussi, il faut qu'on écrit exactement comme dans la table, sinon ça ne fonctionne pas. Par exemple, lorsque tu écris New Exactement York, l'exemple que j'ai donné. oui, c'est ça, parce que lorsque tu écris New York, Un nom de colonne, c'est comme un nom de variable. Hein? Si tu fais ton if puis tu ne tapes pas comme il faut le nom de la variable, mettons que tu avais mis nombre d'étudiants, puis NBRE dans le nom de la variable, si tu tapes if NBR égale à 2, entre parenthèses, ça va crasher. Donc, c'est important de respecter les noms de colonne, les noms de table. David, je t'écoute. Moi, ça marche pas, mais je sais pas pourquoi. Ben, on peut regarder ça avec toi, mais c'est assez facile, je vais être honnête. C'est toujours parce qu'il y a une petite faute d'orthographe. Et Ouais, mais c'est parce que j'essaie de faire le where depuis tantôt, mais c'est seulement le where où est-ce que j'ai un problème. Mais on je va regarder l'écris ça comme... ensemble. Je te permets de partager ton écran avec nous. Et on est une équipe, donc on s'aide tous. Donc,
partage-nous ton écran et il y a peut-être quelqu'un même qui va être capable, en regardant ton écran, « Ouh, c'est petit! Oh, regarde, tu as mis ton point-virgule après EMP. Donc, ton énoncé, Ah, c'est ok. après le from. Ok, good. Réessaye. Non, regarde, en plus, un autre bonus. Ça exécute comme un script. Fais le petit triangle vert qui est à gauche d'où tu as appuyé. Ça, c'est plus joli l'affichage. C'est comme dans une belle grille. Ouais. Est-ce que ça va, David? Ouais, c'est Tu as compris ton erreur? Tu avais simplement terminé l'énoncé. plutôt, ouais. J'ai oublié d'enlever ça. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. J'en ai eu mon argent. Bon, voilà. Donc, maintenant, on va apprendre les opérateurs de comparaison. Oh, Beau Séjour, excuse-moi, vas-y, je t'écoute. Beau Séjour, tu es peut-être mute. L'écriture, le as ne figure pas. Est-ce que le as est facultatif? C'est facultatif, mais c'est une bien meilleure pratique. Je crois que je l'avais mis dans le mien. OK. Oui, oui. Mais c'est effectivement facultatif. OK. Bon, là, vous avez travaillé avec le premier opérateur de comparaison que vous connaissez pas. Parce que qu'est-ce que c'est en Java, l'opérateur de comparaison d'égalité? C'est double égal. Et voilà, première différence notable, ici, l'opérateur de comparaison est un égal simple. Donc, plus grand ou égal, plus petit ou égal, différent en Java, c'est quoi? Exclamation égale. On a le même. Plus petit, plus grand. Jusqu'à là, la vie va bien. La seule chose qui n'est pas comme en Java, c'est l'opérateur égal. Et là, vous avez un ensemble d'opérateurs assez intéressants ici. L'opérateur between une valeur et une seconde valeur, une des trois petits points, là, on va remplacer ça par... Oups! Valeur 1, qu'on va mettre en italique. Joli. Et c'est quand d'écrire EUR ici, vous pensez? Voilà. Alors, le between, on a le where plus petit, plus grand, machin, machin. On va avoir un between, where une colonne between deux valeurs. Qu'est-ce que vous écririez en Java pour faire l'équivalent d'un between? Ben, on marquerait comme ça est plus grand que ça, plus grand que ça, et ça plus petit que ça. Exactement ça. Donc, ce n'est qu'une forme raccourcie de ce que vous connaissez déjà. Le in, lui, il est nettement plus le fun. D'ailleurs, si dans un TP ou dans un quiz, il vous est demandé de retourner des valeurs entre deux bornes inclusives,
Donc, entre 0 et 12, incluant 0 et 12, vous devez absolument utiliser between. Je sais que tu es capable de faire un plus grand ou égal, n plus petit ou égal. Là. You're good. Mais en SQL, on utilise between. Par contre, si je vous demande entre deux valeurs, n'incluant pas les valeurs des bornes, c'est-à-dire je te demande entre 0 et 12, n'incluant pas 0 ni 12, tu vas être obligé de faire plus grand que 0 et plus petit que 12. Un in, ça c'est vraiment chouette. Ça me permet de mettre une liste. Si je vous dis où l'âge peut être égal à 11, 17 ou 34, en Java, vous allez être obligé de faire where âge égale 11 or âge égale 7 or, puis même s'il y en a 15, tu as un paquet de or. Ce qu'il y a de plaisant ici, c'est in et on met une liste séparée par des virgules. On va voir qu'est-ce que ça a l'air. Like, ça c'est parce que je vous aime. Hein? Je vous like. Ou comme dans Facebook. Mais like, ça veut dire semblable à aussi. Ça ne veut pas rien dire que je vous aime bien. Ça veut dire que vous êtes semblables. Like, on va apprendre que c'est pour une chaîne de caractères qui contient, qui contient des caractères. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui savent c'est quoi une expression régulière? Vous n'avez pas encore appris ça? Donc, je ne passerai pas là-dedans, mais on a des patrons dans le like pour dire ça débute, ça finit, on va le voir tantôt. Et on a un autre test logique qui est is nul ou son petit frère is not nul. C'est pour vérifier qu'une valeur est nulle ou n'est pas nulle. Les règles de précédence, je ne vous poserai jamais de questions là-dedans, mais comme en Java, il y a des précédences dans l'exécution des opérateurs. Qu'est-ce qu'on fait en Java pour changer l'ordre de préséance des opérateurs? Si je veux faire une addition avant une multiplication, qu'est-ce que je fais? J'utilise quoi? Des parenthèses. Et voilà, même chose en SQL. Donc, si tu as à faire des comparaisons et tu veux passer l'ordre de précédence, comme en Java, tu mets ça entre parenthèses. Donc, on va faire un exemple de l'opérateur plus petit. C'est à votre tour. Affichez les noms et les salaires. Salaire, c'est la colonne sale de tous les employés qui gagnent moins que 1 500 $. C'est un salaire mensuel.
Alors, est-ce que tout le monde a eu ça ici? Donc, select, iname nom, salle, salaire, from EMP, where, salle plus petit que 1500. J'en ai-tu qui ont eu une petite faute d'orthographe, un problème, quelque chose qui fait que ça bloque? Alors, là, on va regarder logiquement comment fonctionne un where. Le where regarde à chaque rangée de la table la condition. Si la condition s'évalue à vrai, la rangée apparaît à l'écran. Si la condition évalue fausse, il passe au prochain. Ça va-tu comme concept? Donc, un where, c'est évalué à chacune des rangées. Si tu as une table d'1 million de records puis tu cherches un nom, il va lire 1 million de rangées. Parce qu'en fait, pour avoir 2 fois le même nom. Donc, comprenez qu'un where, c'est évalué à chacune des rangées. Je fais par exprès pour vous le montrer graphiquement. Et en fait, il regarde, puis il dit, ça rencontre sa condition? Oui, je te l'affiche. Ça rencontre sa condition? Non. Je passe au suivant. Boum. Et il fait ça. Ah, est-ce que ça rencontre la condition? Oui, je te l'affiche. Est-ce que ça rencontre la condition? Non. Passe au prochain. C'est ça la logique du where. On va maintenant faire l'opérateur différent de. Vous pouvez utiliser, il y a 2 opérateurs différents de. Je veux afficher le nom et le département de tous les employés qui ne travaillent pas dans le département 20. Donc, excusez, je vais être ici. Donc, je veux le nom. Et ici, je veux le depno. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des problèmes avec l'énoncé qui est là? Et là, comprenez que dans les quiz, je vais vous donner une consigne en mots. Vous devez me la rédiger en SQL. Ah ben là, on va essayer le between. Afficher les noms et le salaire de tous les employés qui gagnent entre 2 et 3 000 $. Si je ne le mets pas que les bornes ne sont pas incluses ou sont incluses, je vous dis qu'elles sont incluses. Donc, quand vous voyez un entre qui n'est pas écrit ne pas inclure les bornes ou ne comprend pas 2000 ni 3000, vous y allez avec un between.
Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur l'opérateur between? All right. Le in, ben celui-là, c'est vraiment plus le fun que Java. Tu peux dire, donne-moi le nom et le numéro de superviseur. Superviseur, c'est MGR dans la table, dont le supérieur ou superviseur porte les numéros 7902, 7566 ou 7788. Donc, et en SQL comme dans Git, attendez-vous pas à apprendre l'SQL à me regarder taper. Vous devez les essayer. Ce cours-là est donné en mode interactif expressément pour ça, pour que vous puissiez tester vous-même les énoncés. Mais c'est probablement parce que vous êtes toutes trop hautes. OK. Affichez les noms de tous les employés dont le nom contient la lettre R et je vous donne ça. Donc là, on est à l'opérateur like. Et là, je m'attends à quelques questions. Alors, je vais premièrement les adresser. Le pourcentage, ça s'appelle un wildcard, un joker ou une frime, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. Vous l'avez peut-être vu en Linux. Y en a-tu qui connaissent c'est quoi le wildcard en Linux? Si je veux faire un ls de tous les fichiers qui débutent par S. Ça vous dit rien, ça, l'étoile? Il Non? me semble qu'on l'avait utilisé quand on a fait le select étoile from EMP, il me semble. Ah oui, mais non, moi je parlais, on faisait select astérix. Astérix dans le select étoile veut dire vraiment toutes les tables. Ici, si tu fais en Linux, ls, si je m'en viens ici, on va faire un petit tour dans ma machine virtuelle, puis je fais ls v étoile. Ah, voyez-vous, mon exemple est mort au champ d'honneur. Bartek, tu as la main levée. On t'écoute. Oui, en fait, mais il me semble qu'on met entre étoiles, on peut assigner n'importe quelle valeur qu'on veut. C'est exactement ce que je me disais. Ah, bon, ben voyez-vous, sur mon Mac, ça fonctionne.
On va voir ici. Hop! Donc là, j'en ai pas qui débutent par V, mais j'en ai qui débutent par C. Alors... Ah, no match found, c'est étoile, point étoile, coquin. Alors, dans le cadre des wildcards, je vous donne la version simple avec SQL. Quand tu mets 1%, ça veut dire n'importe quoi. N'oubliez pas, là, ça ne s'applique que dans le cadre où j'ai un like. Là. C'est le patron de recherche. Donc, ça veut dire like, n'importe quoi, R majuscule, n'importe quoi. Mon exemple pourri. Alors, ça me permet de dire iname ressemble à n'importe quoi, R majuscule, n'importe quoi. La traduction de ça, c'est contient la lettre R. Si je voulais dire, donnez-moi ceux qui débutent par la lettre R, j'enlèverai ce bout-là. Ah, j'en ai pas. Je vais prendre A, je sais que j'en ai deux. Donc, where iname like A%, ça veut dire la lettre A puis n'importe quoi qui suit, j'exécute. Et là, vous voyez qu'il me donne A puis n'importe quoi. Si je voulais ce qui finit par, je vais prendre N parce que j'en vois un ici, je dirais n'importe quoi, N. Est-ce que vous comprenez avec le like, ça fonctionne seulement avec le like? Tu ne peux pas dire where iname égale. Ça ne marchera pas. Donc, le pourcentage, j'utilise seulement comme wildcard, comme joker. Ça veut dire que ça prend n'importe quelle valeur avec un like. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le like et donc le pourcentage? Si tu en mets avant, après, ça veut dire contient la lettre R. Si tu mets le pourcent après, c'est débute par la lettre R. Si tu as le pourcent devant, c'est termine par la lettre R. Là, vous allez m'afficher les noms et les dates d'embauche, hire date, la date d'embauche, de tous les employés qui ont été recrutés en 1981 et je vous donne une fonction qui retourne l'année. Ici. Donc, voyons voir. Essayez de faire quelque chose avec ça. Donc, on veut le nom, la date d'embauche. Donc, et pour les plus braves, vous pourrez faire un to char pour le mettre beau. On va juste mettre embauche. Et là, je vais quand même vous faire afficher ce que c'est égal le extract pour que vous puissiez le voir.
Donc, ça ici, ça se trouve à être ma troisième colonne pour que vous soyez capable visuellement de la voir. Parce qu'on va faire une comparaison avec, c'est le fun de la voir. Oui, j'ai oublié de mettre son format. Donc, j'affiche le nom, la date où il a été embauché et l'année d'embauche. Where. Si j'enlève le where, là, vous allez voir, ils vont tout apparaître. J'en ai en 87, j'en ai dans toutes les années. Je vous laisse encore une petite minute parce que là, je sais, j'ai mis un tout char. Il y en a peut-être qui vont vouloir l'essayer. Parce qu'en fait, des dates dans les TP, je ne veux jamais ça pas formaté. Donc, apprends tout de suite à utiliser la fonction to char. Tu mets le champ que tu veux et le format que tu veux. Il y a un point virgule à la fin ici, un point virgule à la fin ou pas? Oui. Et c'est ici qu'on va terminer. Alors voilà, on a fait les 41 premières diapos de l'introduction SQL. Est-ce qu'il y en a qui trouvent ça difficile à date, le SQL? Est-ce qu'il y en a qui trouvent ça facile? Levez la main. C'est facile, monsieur, je trouve ça facile. La seule chose qui va être difficile quand on fait du SQL, ça va être de faire les jointures parce qu'on n'est pas habitué de mettre deux tableaux ensemble pour obtenir un gros tableau. Ça va être le seul défi. Pour le reste, vous allez aimer ça, le SQL. C'est beaucoup plus facile que Java. Alors voilà, le cours se termine aujourd'hui, les midi moins 10. Est-ce qu'il y en a qui ont une dernière question avant qu'on termine la rencontre d'aujourd'hui? Eh bien, je tiens à vous souhaiter une belle fin de journée et ça m'a fait plaisir de vous voir toute la gang. Ciao! Merci Au revoir, beaucoup. monsieur. Bonne journée. Au revoir, monsieur. Au revoir.